d'IDFM, très bonne année 2019 à toutes et à tous. Très bonne année. Une émission par téléphone ce soir avec Laurence Lhuillier-Tanet. Laurence, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors ça a l'air de marcher, c'est génial. Moi je vous entends, vous m'entendez, vous n'avez pas de retour de... Non. C'est génial, tout marche. En 2019 exactement, tout est neuf. Bonne année à vous Laurence. Bonne année à vous Joël et bonne année aux auditeurs. D'accord, vous êtes dans quelle région ? Touraine. Touraine, bel endroit. Mm. Alors je veux dire qui vous êtes un peu, vous êtes coach, thérapeute psychocorporel, vous accompagnez depuis plus de 30 ans les personnes sur leur chemin d'accomplissement personnel. Oui. Vous êtes auteur d'une dizaine d'ouvrages de développement personnel et de bien-être émotionnel. Vous êtes passionné par la transmission de ce qui permet de retrouver son intériorité et de réussir sa vie en dépassant ses freins. Vous êtes l'auteur donc de Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé. C'est publié chez Duno. C'est un livre avec un titre très long. Pourquoi un titre aussi long ? Parce que c'était le thème. Voilà, et c'est une citation également du cardinal Newman, donc on l'a pas tronqué. On l'a pas tronqué. Donc il ne faut pas craindre que notre vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé. Donc l'année 2019 démarre. C'est un livre qui permet aux gens de se poser la question, si nous cessions tous de claquer la porte au nez de notre vie, qu'adviendrait-il ? Et si vous, auditeurs, auditrices, vous cessiez, qu'est-ce qu'il adviendrait ? C'est pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à se réaliser. Allô ? Oui. C'est pour toutes les personnes qui n'ont pas réussi à se réaliser. Oui, alors pour les personnes qui n'ont pas réussi à se réaliser, mais je veux dire surtout pour toutes les personnes qui ont des rêves et puis qui repoussent toujours parce qu'elles se disent c'est pas possible, c'est pas le moment, etc. Voilà. C'est devenu pour vous une passion en termes de recherche sur le plan du fonctionnement mental et énergétique et de l'impact dans votre vie, d'essayer de réaliser ses rêves. Vous êtes parti faire une formation au Canada, je crois. Aux États-Unis. États-Unis. Oui. Et c'était une formation de quel type ? Alors en fait, c'est une formation justement Dream Builder Coach, c'est-à-dire construire nos rêves. C'est une formation qui est à la pointe des neurosciences et de la spiritualité. Et ça m'a permis, je veux dire, c'est pas que j'ai appris des nouvelles choses, mais ça m'a surtout permis de confirmer des choses, puisqu'au moment où je commençais vraiment cette formation, eh bien, mon livre sortait en même temps. Voilà, si vous voulez, ça a été une prolongation, une continuité par rapport à mes formations initiales, à tout mon travail de recherche. D'accord. Donc votre livre est sorti en même temps que cette formation. Donc même temps que je passais ma certification, oui, mon livre sortait le 1er mars et moi le 1er mars, eh bien j'étais aux États-Unis pour cette certification. Donc on peut dire que c'est un mémoire, peut-être quelque part. C'est un peu comme votre mémoire de cette formation. Non, parce que le livre avait été écrit avant que je fasse ma formation. D'accord, donc il y a aussi le fait que vous dites dans votre livre que vous dites j'ai travaillé pour un centre de soins aux toxicomanes, j'ai accompagné des clients qui, à un moment de leur vie, ont connu l'enfer de la drogue. Nous avons énormément travaillé autour du moment où ils ont basculé sur ce qu'ils compensaient ou ce qu'ils recherchaient. Vous avez toujours compris et ressenti ce qui se passait en eux, au fond de vous, parce que vous l'aviez vécu à un certain niveau. Vous n'avez jamais fait usage de stupéfiants, même pas fumé un joint, mais vous n'en aviez pas besoin parce que pendant des années, vous n'étiez pas là. Vous dites, je planais, comme on dit, cela a commencé toute jeune. Vous pouvez nous raconter ce qui se passait quand vous étiez toute jeune ? Oui, alors toute jeune, c'est-à-dire que voilà, j'ai des capacités extrasensorielles. Il y en a qui disent médiumnique, mais j'aime pas trop le mot. Voilà, mais je vois des choses, je perçois des choses à d'autres niveaux. Et quand j'étais enfant, je veux dire, ça habitait mon quotidien. Pour moi, ça me posait pas problème. Mais il y a eu toute une période après, jeune adulte, où disons que voilà, j'étais un petit peu déconnectée de la réalité.
Et donc j'accédais à certains plans effectivement des personnes auxquelles elles accèdent, mais alors des fois c'est pas sur le bon côté non plus, parce qu'elles font usage de stupéfiants. Donc si vous voulez, c'était ça. Alors aujourd'hui, j'ai toujours des perceptions, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, je me suis quand même beaucoup plus ancrée dans la réalité. Voilà, donc c'est complètement différent. D'accord, vous avez appris dans votre vie les lois spirituelles. Oui. Quand ce qui peut paraître paradoxal, c'est à ce moment-là que vous vous êtes incarné. Oui. D'habitude, on fait le contraire. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le contraire, mais les lois spirituelles, après je ne sais pas ce que les personnes mettent derrière, mais les lois spirituelles, elles nous apprennent avant tout qu'on est, il y en a une qui est fondamentale, qui est qu'on est un être humain ayant une expérience, un être spirituel ayant une expérience humaine. Et que il y a nécessairement le lien entre la partie, on va dire, invisible, la partie spirituelle et la partie matérielle. Et dans notamment aussi quelques-unes des lois spirituelles, il y a cette fameuse loi d'attraction et elle demande vraiment d'être incarnée. Et cette incarnation, elle passe par... Allô ? Oui, je vous entends. Elle passe par l'émotion, les émotions. Donc là, ça nous demande vraiment d'être en contact avec ce qui est le plus profond en nous. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis que si vraiment on veut connaître les lois spirituelles, être capable de repérer, de pouvoir avancer en ayant un sens dans notre vie, en ayant une cohérence et en s'ouvrant en même temps à quelque chose de plus grand, il y a nécessité de descendre dans la matière. Vous dites que le spirituel n'est pas la religion, ça n'est pas une force extérieure à nous, ça n'est pas un grand bonhomme barbu assis sur un nuage, ce n'est pas un concept ésotérique, non. Le domaine spirituel commence avec les lois de l'esprit, le spirituel est en vous, il n'est pas hors de vous, il n'a pas besoin de la religion, il est le fondement de la réussite et du changement, le spirituel est le fondement du bonheur, le spirituel est le fondement de la matière. C'est vrai que tout ce qui est autour de nous, ça a d'abord été pensé. Oui, absolument. Alors, il y a beaucoup de citations dans votre livre, dont celle de Christiane Singer, on dit. Oui. Quelqu'un qui ne laisse pas la réalité déranger ses rêves est un sage. Comment on peut la développer, cette citation ? Comment ne pas laisser la réalité déranger ses rêves ? Parce que justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a des rêves et que, on laisse la réalité les déranger, ce qui fait qu'on se base, si vous voulez, sur ce que l'on vit dans notre réalité. Donc, je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez d'argent, parce que j'ai pas les diplômes, parce que ceci, parce que cela. Ça, c'est la réalité telle qu'on le perçoit. Donc, cette réalité, elle dérange nos rêves, elle nous empêche de les réaliser. Et la personne qui ne laisse pas la réalité déranger ses rêves et qui poursuit son rêve, oui, Christiane Singer dit elle est un sage. Pourquoi ? Parce qu'elle est connectée avec cette force intérieure, avec la divinité, avec ce que vous voulez, donc qui est avec la vie, les lois de la vie, qui sont beaucoup plus grandes que notre histoire et que qui nous sommes. Notre premier outil, donc, parce que vous donnez plein d'outils, le premier outil, donc, c'est notre imagination. Il faut d'abord s'imaginer ses rêves, il faut s'en rappeler de ses rêves, il faut peut-être en avoir. Et il y a plein de personnes qui ne savent plus où sont leurs rêves, qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Oui, alors c'est vrai que en fait, au départ, ce livre, je pensais beaucoup aux personnes qui disent qu'elles n'ont pas de rêve. Et je pensais en particulier à une amie qui me disait « Ah mais moi j'ai pas de rêve ». Et en fait, je suis absolument convaincue que tout le monde a des rêves parce que sinon je crois qu'on peut pas vivre. Mais sauf que ces rêves, on les a laissés de côté, mais il y a vraiment
la possibilité de les retrouver. D'accord, c'est ce qu'on va essayer de définir un peu dans cette émission. Est-ce que vous cherchez dans le livre? Peut-être connaissez-vous autour de vous des personnes qui vous disent qu'elles pratiquent la pensée positive. On parle de la pensée positive ou de la pensée négative. Et face à de telles personnes, on se sent quelque part coupable d'avoir des pensées négatives. Car parfois, à entendre le discours, si on en est encore là, c'est que notre évolution spirituelle n'est pas très avancée. Qu'est-ce que vous en pensez de cette pensée positive et négative? Est-ce qu'il faut toujours penser positif pour pouvoir... Oui. Alors, donc là, dans ce que vous venez de dire, vous aviez repris un passage de mon livre. De votre livre. Voilà. Donc, c'est vrai que beaucoup de personnes disent il faut penser positif, etc. Et puis alors là, vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous n'êtes pas bien, ou alors vous avez tendance à avoir des pensées négatives, à douter, et vous vous dites zut alors, moi je suis pas avancée sur le chemin, parce que c'est vrai que des fois à entendre certaines personnes, elles sont parfaites, elles ne pensent que positif, tout va bien dans leur vie, et puis vous êtes là, vous vous dites mince, qu'est-ce que je fais? Je fais tout de travers. Donc là, moi je dis vigilance, parce que il faut, personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc tout ce qui va être, donc déjà qu'on va donner un peu comme un ordre, voilà, je veux dire, il y a peut-être un petit recul à prendre, mais par rapport à la pensée positive, en fait, il y a un danger. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, on a, que ce soit des émotions ou des pensées, parce que c'est couplé, on va dire entre guillemets positif et négatif, donc tout ce qui va nous tirer vers le bas. Et si on ne reconnaît pas cet aspect, on va dire limitant, qu'on va mettre la connotation, on va dire négative, et qu'on passe dans quelque chose de positif, on va automatiquement faire monter les résistances, parce qu'il y a une polarité. Et que de toute façon, voilà, je veux dire, c'est une loi physique. À partir du moment où vous mettez quelque chose en avant, vous avez sa polarité qui va monter. Donc, faire croire à quelqu'un que exclusivement penser positif va régler les problèmes, c'est absolument faux. C'est pour ça que je parle, moi, de pensée constructive. Parce que la pensée constructive va prendre en compte l'aspect positif, c'est-à-dire ce à quoi on aspire, ce qu'on veut. Et là, on est en expansion et on va sentir des émotions de joie, mais elle va aussi tenir compte de nos limitations pour nous apprendre à les dépasser. Oui, vous écrivez aussi que vous ne pouvez changer quelque chose que parce que vous le constatez. Donc l'intérêt, c'est de le constater, de l'accepter, on ne peut pas faire le contraire, pour pouvoir le changer. Oui. Vous dites qu'accepter ne veut pas dire non plus se résigner et s'y installer pour sa vie. Ouais. Alors ça c'est très important, parce que souvent les personnes, accepter, ça veut dire ouais, tu dois faire avec et puis ça bougera pas. Or ce n'est pas ça. Accepter, c'est reconnaître ce qui est là. Éventuellement reconnaître ce sentiment où on se sent impuissant. Et je dis bien ce sentiment, pas le fait, c'est pas un état, c'est quelque chose que je ressens, donc c'est subjectif. Et à partir du moment où je reconnais ça, je vais pouvoir permettre que l'énergie, en fait, qui constitue ce qui me freine, puisse commencer à bouger. Puis il va y avoir quelque chose d'autre. Et là, je vais pouvoir faire bouger les choses. C'est pour ça que c'est important, parce que si on ne le reconnaît pas, qu'on ne l'accepte pas, qu'on n'accepte pas cet état-là, voilà, là dans l'instant, je suis dans cet état où je suis pas bien, où je suis limitée. En fait, on rentre dans une lutte. Et là, on ne peut pas avancer. Ok. Vous vous souvenez du jour où vous vous êtes rendu compte que vous étiez responsable de votre bonheur? C'était lors d'un stage de yoga. Ce fut pour vous un choc.
mais aussi une libération intérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, vous le dites pas dans le livre et je suis très curieuse. Oui. Ah bah écoutez, ce qui s'est passé, je marchais au bord d'une petite rivière. C'était à Olivet, dans le 45, et je sais plus, on avait eu une session de yoga, un cours, et c'était dans un entrecours. Et j'avais le temps de me promener et je sais pas, j'avais eu une conversation avec un collègue de yoga. Et tout à coup, j'ai repensé à ça et ça a été vraiment un sentiment intérieur de bah oui, mais je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mon bonheur. Et là, à la fois, ça a été waouh, la trouille parce que bah, c'est une sacrée charge, mais en même temps une sacrée libération parce qu'en fait, je pouvais choisir ce que je voulais. Oui, puis quand on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu es heureux, c'est difficile de répondre. Hein. Oui. Enfin, souvent les gens répondent qu'ils ne sont pas malheureux. Voilà, ce que je dis. Voilà. C'est-à-dire, moi, c'était la question aussi qu'il m'avait posée. Est-ce que tu es heureuse? Et je lui avais répondu, je suis pas malheureuse. Et il m'a dit, oui, mais ça veut pas dire que tu es heureuse. Et là, je me suis dit, oh, pourquoi il m'a posé cette question? Et en fait, c'est vrai que vous avez des personnes qui ne vont, alors soit vous en avez qui vont vous dire, bah non, je suis pas heureuse, je suis pas heureux. Bon, au moins c'est clair. Puis vous en avez d'autres qui font la réponse un peu de Normand. Ben, je suis pas malheureux. Ben oui, mais là, ça veut dire que je me contente de ce que j'ai. Or, on a droit à vouloir plus. On est venu pour ça. Ouais. On fait une pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Merci sur l'antenne d'IDFM. Merci beaucoup. IDFM 98 de la bande FM, deuxième partie de cette émission. Elle va vous dire quelque chose, notre invitée de ce soir, elle va vous dire quelque chose à la page 32 de son livre qui risque d'en faire bondir plus d'un et plus d'une. Votre vie est le résultat de la manière dont vous dansez avec cette énergie. Si vous savez entrer dans la danse de l'univers, l'univers vous le rendra au centuple. Voilà, et on la retrouve, Laurence Luyer-Tanet, elle est au téléphone. Ne crains pas que ta vie prenne un jour fin, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé. Vous êtes toujours là, Laurence? Oui, absolument, Joël. Bon, bah c'est génial, tout baigne. Alors cette phrase, elle est assez toute chose se crée à deux niveaux, le mental et la matière. Oui. Mais en vérité, l'intérêt, c'est qu'on est responsable de ce qui nous arrive, donc on peut changer les choses. Oui. Alors, je précise bien, quand on dit responsable, on n'est pas coupable. C'est vraiment, ça se passe à un niveau, en profondeur, hein, parce que responsable de ce qui nous arrive, je vais dire quand on vit quelque chose dans notre vie, par exemple, on n'est pas satisfait de nos résultats, de ce qui se passe, on a le pouvoir de le changer, c'est-à-dire de notre réaction. On ne peut pas changer, si vous voulez, les événements, d'accord? Mais en revanche, la manière dont on va réagir, ça, on peut le changer. Et ça, c'est important à comprendre parce que c'est là qu'est notre responsabilité. Et vous dites aussi que si vous êtes insatisfait, c'est que vous avez des rêves de vie meilleurs et il n'appartient qu'à vous de commencer à vous y atteler afin qu'ils deviennent réalité. Sur l'insatisfaction qu'on a tous plus ou moins. Oui. En fait, lorsqu'on est insatisfait, soit on peut rester là avec notre insatisfaction et on continue à vivre notre vie, ce qu'on appelle par défaut, ou alors on fait un autre choix. Et ce qu'on entend, c'est qu'à ce moment-là, cette insatisfaction que l'on a, elle est un signe qu'il y a quelque chose de plus grand qui est là, qui pousse à la porte. Parce qu'en fait, nos rêves, si on les a, enfin moi c'est ce que je n'arrête pas de dire aux personnes, si vous avez des rêves, c'est parce que vous avez la capacité à les réaliser. Le problème, c'est que dès qu'on commence à avoir un rêve, on va se dire c'est pas possible, etc. Et puis surtout, c'est comment je vais faire.
mais le comment ne nous appartient pas. Mais par contre, savoir que tous les rêves que l'on a, c'est parce que on a la capacité à les réaliser. Donc après, quel pas est-ce que je fais pour y aller? Alors le comment ne nous appartient pas, il appartient à qui? À l'univers. Ok, ça on le retrouve dans votre livre un peu plus loin. Alors chaque fois que vous écoutez ce dont vous avez besoin, vous vous rapprochez de vous. Chaque fois que vous agissez à l'inverse, vous vous éloignez de vous et vous perdez de l'énergie. Quand on a de l'énergie, en général, c'est qu'on est bien aligné, comme vous dites. Oui, c'est-à-dire que quand on écoute nos besoins et en l'occurrence nos rêves nous relient à nos besoins, à notre âme, à notre énergie fondamentale. En psycho, on dirait à notre pulsion de vie. Eh bien, on est aligné, on est bien. On est détendu. En revanche, dès qu'on n'écoute pas, on s'éloigne de nous et on commence à être tendu, à être rétréci. Est-ce qu'il faut choisir l'ego ou l'être, du verbe être? Vous dites que c'est pas possible de choisir l'un ou l'autre. En revanche, qu'il est possible de réajuster les deux parties. Comment faire pour réajuster l'ego et l'être? Ah alors, il y a combien? Il y a 3-4 semaines de ça, je faisais un stage là-dessus, justement. Mais là, je vais essayer de vous faire un petit résumé de quelques minutes. Alors, si vous voulez réajuster l'ego ou l'être, c'est un petit peu comme si on disait, voilà, on va joindre, on va réunir le matériel et le spirituel. L'ego, c'est notre mental. C'est toute notre capacité à raisonner, puis donc tous les jugements que l'on va avoir, toutes les bonnes raisons qui font qu'on va mettre ça en avant pour ne pas aller vers ce qui est fondamental en nous. Et ce qui est fondamental, c'est ce qui nous ramène à l'être. Donc, comment les réunir? C'est se remettre à l'écoute ou se mettre peut-être pour la première fois à l'écoute de ce qui est en nous, de ce qui est le plus important pour nous, de ce à quoi on aspire, et agir. Voilà. Parce que l'ego n'est pas à jeter. L'ego, c'est tout ce qui nous amène du physique, le physique, l'émotionnel, le mental. Et c'est ce qui va nous permettre d'agir pour nous mettre en connexion avec cette part spirituelle. Vous dites écoutez vos désirs, écoutez ce qui vous attire, ce qui vous nourrit, et ça ira mieux dans votre vie. Si vous faites cela, vous nourrissez l'être. Chaque fois que vous agissez par devoir, par souci ou qu'en dira-t-on, vous nourrissez l'ego. Mais comment faire pour ne pas agir de temps en temps par devoir? On est bien obligé. On a des devoirs quand même. Il y a des gens qu'on peut pas lâcher. Voilà. On n'est pas. Ça devient super égoïste que de ne plus agir du tout par devoir. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas faire, même si on n'a pas envie de les faire. Quoi, par exemple? S'occuper de gens qui ne sont plus tellement capables de rester seuls, ou voilà, on fait des choses un peu par devoir. Alors, voilà, j'entends. Vous savez, à une époque, j'étais formatrice en secteur médico-social avec des personnes qui, justement, accompagnaient des personnes âgées. Donc, j'entends dans ce que vous dites. On va donc prendre l'exemple. Vous dites, des personnes qui sont plus capables, mettons, je sais pas, ça peut être un parent âgé qui n'est plus capable de fonctionner tout seul et dont il faut s'occuper. Alors déjà, moi, le terme « le faire par devoir » me gêne un petit peu parce que je poserai la question de quelle est la relation d'amour qu'il y a derrière. En revanche, là où vous n'êtes pas obligé, c'est de dépasser vos limites, là où vous ne pouvez pas. Par exemple, je pense à quelqu'un qui a un parent Alzheimer, qui agissait par devoir, par culpabilité de le garder avec elle, et qui est arrivé à un burn-out et voilà, problèmes familiaux, etc. Et ça, c'est pas juste. En revanche, s'occuper de la personne, c'est effectivement trouver le meilleur établissement pour que cette personne puisse avoir les meilleurs soins. Vous voyez, tout dépend le niveau où est-ce que vous considérez qu'est votre devoir. Votre devoir, effectivement, c'est que la personne, elle soit bien,
mais votre devoir n'est pas, vous, de ne plus pouvoir exister. Mm. Vous dites que la personne la plus importante de notre vie, évidemment, c'est nous, mais vous dites aussi qu'évidemment, quelques années de culture judéo-chrétienne qui a pu nous apprendre que penser à nous est égoïste ne va pas forcément nous aider. C'est là où je vois le devoir aussi. Voilà, c'est pour ça que je parlais du devoir. Quelquefois, on a l'impression plus de faire les choses par devoir que par amour. Mais vous avez raison de dire que ça doit d'abord être fait par amour. Je suis d'accord avec vous. Alors, et pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ça on en a parlé tout à l'heure, ça c'est le chapitre qui arrive à la page 88. Vous avez des solutions pour leur proposer de savoir ce qu'ils veulent exactement? Alors, j'aime bien la façon dont vous le dites parce que je trouve que ça fait très un peu carré. Bon, il y a une solution pour savoir ce que tu veux. Non, j'ai pas vraiment de solution. Par contre, j'ai des propositions. C'est de les inviter déjà déjà leur dire vous avez des rêves. Et la première des choses pour renouer avec, c'est quelles sont vos aspirations. Alors il y en a qui vont vous dire non, moi j'ai pas d'aspiration. Non. En fait, c'est peut-être une manière dont on regarde notre vie. Mais on peut déjà commencer par qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui me déplaît, qu'est-ce que je veux en moins et qu'est-ce que je voudrais en plus. Et vous voyez, ça, ce sont les premières portes d'entrée. Et petit à petit, on va tirer un fil. Et puis ça va peut-être pas trop les aider quand quelques pages plus loin, vous leur dites qu'on a déjà la vie dont on rêvait. Oui. C'est clair. On va se demander ce qu'on est venu faire là. Mais au lieu de voir la projection de ce que vous voulez, d'en ressentir l'enthousiasme et la joie, de permettre à cette dynamique d'exister, vous vous focalisez sur le comment. On revient sur ce comment de tout à l'heure. Sachez que vous faites une erreur monumentale. Vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, le comment ne vous appartient pas. Et là, on revient sur ce fameux comment de tout à l'heure. Vous avez dit que c'était l'univers. Nous, il suffirait d'avoir une idée, de rentrer en action, et l'univers nous dira comment le faire. Ça vous est arrivé, vous, de ne pas savoir comment le faire et que ça s'est fait malgré vous? Ah oui, mais plein de fois. Plein de fois. Le tout, c'est le pas. Alors, voyez, là, je vais vous faire une citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Henry David Thoreau. Donc, c'est un auteur américain. Et il dit ceci. Il dit, si quelqu'un avance avec confiance en direction de ses rêves, il passe une barrière invisible. Et à ce moment-là, toutes sortes de choses que l'on n'imaginait même pas possibles se mettent en place. Vous savez, c'est comme Paulo Coelho dans L'Alchimiste. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un rêve, où on a quelque chose qui vraiment, comme je dis des fois à mes clients en coaching, est-ce que c'est négociable? Non. Donc c'est non négociable, c'est ça. Je fais le premier pas. Eh bien, on passe une frontière et c'est quelque chose qu'on sent physiquement. Moi, c'est quelque chose vraiment que j'ai senti, notamment le jour où je me suis inscrite à ma formation aux États-Unis, parce que c'était un sacré challenge, mais c'était ça où je savais que j'avais un regret toute ma vie, et voilà, donc c'était très important. J'ai vraiment senti quelque chose que je passais. Et là, il y a plein de choses qui se sont mises en place sans que j'aie à lever le petit doigt, parce que j'avais fait ce pas. En psychologie jungienne, on va appeler ça les synchronicités. Je reviens sur, vous avez dit, est-ce que c'est négociable? Non. À quel niveau vous demandez ça à vos élèves? À mes clients en coaching, quand on travaille par rapport à leurs rêves qui sont pas sûrs, etc. Donc là, ça fait partie d'un protocole. Oui, mais qu'est-ce que vous leur demandez quand vous leur posez la question? Est-ce que c'est négociable? Eux, dans ce qu'ils veulent, quand ils me disent oui, je veux ça, mais ils commencent à faire avoir des doutes qui montent. Oui, mais ceci, mais cela. Je leur dis mais ça, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est quelque chose en vous qui est négociable ou pas, ou est-ce que c'est vraiment, j'ai envie de dire quelque part, le but de votre vie?
Ok, d'ailleurs, le doute, il arrive un peu plus loin dans le livre. Hein, je sais, on va un peu trop vite là. Parce que, alors, où c'est qu'il est mon doute alors? Euh, Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne un peu quand vous avez dit tout à l'heure, je disais aux gens, vous avez déjà la vie dont vous rêviez. oui, Bon, ça, je pense que c'est important parce que effectivement, des fois, vous allez dire, bah oui, alors mettons, il y a un tel, bah il a ci, il a ça, et bah, il a exactement la vie dont il rêvait. Je veux dire parce qu'il était conscient de ce qu'il voulait et il a avancé vers ses rêves et effectivement, bah, l'univers a répondu. Et puis vous, vous êtes là et vous vous dites, eh ben fichtre, euh, je suis pas bien dans ma vie, etc. Ben là, moi, je dis, hein, ben oui, on a la vie dont on rêve. Sauf que, à quelle hauteur est-ce que tu as rêvé? Si tu as cru que c'était pas possible, à ce moment-là, ta vie, elle se vit par défaut. Donc, tu as la vie dont tu as rêvé, ton rêve, tu l'as pas mis en action. Donc, tu ne peux pas avoir ce... Vous voyez ce que je veux dire? oui, où les gens pensent des fois que c'est trop Voilà. tard. Voilà. Or, c'est jamais, 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 jamais trop tard. Bon, alors pour les doutes, souvenez-vous que si vous avez des doutes, vous n'êtes pas aligné, l'alignement génère automatiquement une sensation de bien-être. Donc Mhm. s'il y a des doutes, c'est qu'on n'est pas aligné. Mhm. Donc c'est pas toujours évident de ne pas avoir de doutes, ne serait-ce que sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Oui. Alors, euh, alors moi, ce que je pense, euh, c'est que si on a, on a envie de faire quelque chose, mais qu'on a des doutes que ça soit la bonne chose, euh, là, il y a quelque chose qui est un petit peu bancal. Par contre, qu'après on se dise est-ce que je vais réussir, qu'il y a les peurs qui montent, ok. Mais si vraiment vous êtes en contact avec vos rêves, il y a réellement, euh, je veux dire, il n'y a pas de doute. On sait que c'est ça. On sait que c'est ça et on retournerait la terre entière pour le faire. Donc, s'il y a un doute, c'est que on n'est peut-être pas au bon niveau. Oui, notre rêve doit nous habiter, ça c'est clair. Est-ce que vous allez suivre Laurence Lhuillier-Taïnen dans cette nouvelle année 2019 pour ne plus craindre que votre vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé? C'est bien pour commencer une année de savoir quels sont nos rêves. Laurence, est-ce que quand on fait des vœux en début d'année, c'est un peu ça qu'on demande? Alors, c'est super que vous posiez cette question parce que justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, on prend des résolutions et grand maximum, euh, fin janvier, on les a oubliées. Hmm. Mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, je pense que c'est important en début d'année, c'est un moment pour réajuster des choses dans notre vie et ne pas prendre des résolutions euh, n'importe comment, mais vraiment peut-être se repositionner et dire qu'est-ce que je veux réellement. Et je mets les choses en place cette année pour que j'avance vers ça. On prend un petit cahier, on le note et puis on essaye d'ouvrir le cahier et de pas le mettre dans un placard et de l'oublier jusqu'à l'année d'après. Oui, alors on peut commencer avec un cahier, c'est sûr, mais c'est surtout de poser un acte. C'est surtout de poser un acte. Vous savez, si vous vous dites, tiens, ben, je vais faire une tarte au citron. Ok. Ben, si ça reste comme ça va pas se faire. Après, vous pouvez aussi, comme pour écrire sur le cahier, vous allez sortir les ingrédients sur votre table de cuisine. Mais si vous vous y mettez pas, la tarte, elle va pas se faire toute seule. Ben, pour le reste, c'est exactement pareil. C'est acter, agir. Alors on reviendra sur la fin de votre livre à la toute fin de l'émission. Il y a à la page 154, il y a des encarts, hein, des grands encarts dans votre livre, écrit un peu plus gros, où c'est un peu des résumés. Votre réussite dépend de la différence que vous ferez dans la vie des autres. Et si vous faites une différence dans la vie des autres, vous verrez une différence dans votre vie. Faire la différence dans la vie des autres ne signifie pas vous mettre entre parenthèses. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le devoir. Comment faire une différence dans la vie des autres? Faire la différence dans la vie des autres, moi j'ai envie de dire, plus on est authentique, plus ça va inspirer les gens.
les autres au vrai sens d'inspirer, c'est-à-dire leur apporter de la vie. Et puis, quand on a des rêves, en fait, vous voyez, quand les personnes, des fois, elles savent pas si c'est vraiment un rêve et tout, il y a un des points, c'est est-ce que ça a du bon pour les autres? Parce que si vraiment, pour moi, les rêves qu'on a, ils sont vraiment en corrélation avec notre vie, avec la pulsion de vie. Et si on avance vers ça, nécessairement, ça fera la différence pour les autres parce que nécessairement, il y a quelque chose d'altruiste. Oui, il y avait tout un chapitre où on se demandait où se trouvait notre richesse. Elle n'est pas forcément dans notre compte en banque. Non. Ça n'empêche qu'elle peut être dans notre compte en banque aussi, mais c'est une conséquence du reste, le compte en banque. Oui, il y a aussi un chapitre sur la relation qu'on a à l'argent. C'est aussi intéressant. Et l'important, c'est de s'aimer soi-même. C'est vraiment peut-être le but de ce livre-là aussi, c'est d'apprendre à s'aimer. Oui. S'aimer, c'est la plus grande réussite de notre vie que nous devons tenter d'entreprendre. La clé est de passer du faire à l'être. Et il y a la citation de Saint-Augustin sur l'intuition qui arrive derrière. Il ne suffit pas d'être sur le bon chemin, encore faut-il ne pas y être assis. Ça m'a bien plu, ça aussi. Oui, oui, hein, parce qu'on peut s'asseoir au bord du chemin et puis voir les autres passer et on se dit ah ben zut. Bon, mais c'est vrai que vous disiez bon, s'aimer soi-même, ça c'est quelque chose qui est très important parce que en fait, on tombe des fois dans une fausse humilité et puis de toute façon. Ça, c'est vraiment, je crois, un travail de toute une vie. Apprendre à s'aimer, à s'accepter avec tel qu'on est, c'est-à-dire aussi avec, entre guillemets, nos faiblesses, parce que on est perfectible. On est perfectible. On peut s'améliorer. Et il faut réaliser notre vie à partir de nos rêves, mais pas avec notre ego. Comment savoir si notre rêve, c'est pas un rêve complètement d'égo, c'est-à-dire comment réaliser sa vie à partir de nos rêves sans que ce soit notre ego qui parle? Alors, déjà, je vais vous donner 5 points pour savoir si c'est un rêve, si c'est le bon rêve. Le premier point, c'est est-ce que ça vous donne de la vie? Est-ce que ça vous enthousiasme? Est-ce que ça vous enthousiaste? Le deuxième point, c'est est-ce que c'est en accord avec vos valeurs? Le troisième point, c'est est-ce que ça vous demande de grandir intérieurement? Le quatrième point, c'est est-ce que ça demande de l'aide d'une dimension plus haute, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'univers, enfin comme on veut. Le cinquième point, c'est est-ce que ça a du bon pour les autres? Et ce que j'ai envie de dire aussi, et ça c'est vrai que je le dis dès le départ, en fait, c'est contre quoi est-ce que vous échangez votre vie? Parce que des fois, on se dit, mais est-ce que je suis digne de poursuivre ce rêve, ce projet? Mais la question, elle n'est pas, est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis suffisamment bien? C'est à l'inverse, c'est est-ce que ce rêve mérite que j'y consacre mon temps, mon énergie, voire toute ma vie? Ça fait réfléchir. Mais c'est vrai que s'il le mérite, pourquoi pas essayer de le réaliser, hein. Voilà. Alors, ne marchez plus sur la pointe des pieds, laissez vos empreintes dans le monde. Ça, c'est une belle phrase aussi, hein. Ben oui, avancez, posez vos pieds. Et cette phrase d'Albert Einstein, il existe 2 façons de vivre votre vie. L'une comme si rien n'était un miracle, et l'autre comme si tout était un miracle. Faire de sa vie un miracle.
Petit cahier pratique à la fin, des exercices qui vous aideront à donner un nouveau souffle à votre vie. C'est bien parce qu'ils sont tout à la fin. Mm. Ça, j'apprécie parce que souvent, quand ils sont au milieu du livre, on a tendance à pas les faire parce qu'on a envie de poursuivre la lecture. Donc, c'est bien de les mettre à la fin parce qu'on peut les choisir aussi. Quel est celui que vous pensez être le plus important? Ah, alors, j'ai envie de vous dire, vous me direz, Tous. j'en suis l'auteur, donc c'est un peu normal, ils sont tous importants, mais il y en a un, moi, que j'aime beaucoup dans les exercices, euh, c'est celui du vision board. C'est-à-dire, il y en a qui appellent ça le tableau de vision, qui le font en collant des choses. Moi, là, je l'ai proposé avec des vidéos. Et ça, c'est quelque chose que moi, je fais depuis plusieurs années. En fait, que j'avais commencé au moment où j'écrivais ce livre, d'ailleurs. Et, euh, et j'aime bien parce que je fais un montage avec vraiment des photos qui m'inspirent, donc qui me relient au niveau sensoriel et à mes émotions. J'ajoute une musique que j'aime bien et comme ça, je regarde ça régulièrement. Et ça me permet vraiment de me reconnecter avec ces espaces en moi. Donc c'est vrai que c'est un des exercices que j'aime bien. Mais chaque exercice, si vous voulez, permet d'avancer dans le cours du livre sur les différentes phases. Vous voyez, c'est un ensemble, c'est une architecture. Alors, il suffit de découper des photos, c'est un peu une sorte de collage, hein. Quand on le fait coller, oui, oui, voilà. Autrement, moi, ce que je fais en vision board, au lieu de le faire si vous voulez, avec des photos qu'on colle, je le fais, moi, je prends différentes images, Sur Internet. alors sur Mhm. internet ou à moi, puisque j'utilise des photos aussi quand je travaille par rapport à ma famille, je prends des photos de ma famille. Je prends donc ces photos, donc là on n'a pas le souci qu'il faut que les photos soient libres de droit puisque c'est que pour notre usage personnel. Voilà. Et puis, on met ça donc, que quel que soit qu'on ait un Apple ou qu'on ait un Windows, il y a toujours le logiciel gratuit pour monter les vidéos. Donc, vous mettez ça, vous ajoutez les musiques, vous faites les super transitions, et puis vous regardez ça sur votre ordinateur, sur votre tablette, etc. Et vraiment, ça vous reconnecte avec une énergie en vous. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Il fait combien de minutes, votre petit film? Alors moi, mon petit film, Je suis curieuse, hein. au grand maximum, il fait 3 minutes. Ouais. Ah oui, non, c'est pas un long métrage. Non, mais on peut s'en faire un peu plus long quand même. On peut le faire. Vous savez, comme ça va agir au niveau du cerveau, parce que si vraiment c'est bien fait, vous allez être en contact avec vos émotions, avec vos sensations. Donc, il faut faut pas que ça soit trop long. Mm. Oui, puis si on veut changer un endroit, je sais pas, un jardin, on peut mettre des photos de son jardin aussi. Absolument. On peut mettre des photos personnelles quand même. Voilà, ça peut être votre jardin, comme ça peut être quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous avez envie. Par exemple, votre rêve, c'est de faire le tour du monde. Mm. Où est-ce que vous voulez aller dans le tour du monde? Donc vous allez prendre les photos. Alors soit si vous collez, vous prenez des magazines de comment ça s'appelle dans des agences de voyage. Mais si vous le faites en vision board avec les vidéos, vous allez prendre les photos des endroits qui vous plaisent, et vous montez votre film et vous le regardez. Et plus ça va vous nourrir, plus il y a un moment où vous allez rester en contact avec ça. Vous allez commencer à voir, peut-être tout simplement contacter des agences de voyage, etc., jusqu'à ce que petit à petit, vous puissiez le faire. C'est une bonne chose. Il nous reste quelques minutes. Alors, le livre s'appelle Ne crains pas que ta vie prenne fin un jour, mais plutôt qu'elle n'ait jamais commencé. C'est chez Duno. Votre nom, c'est Laurence Luyet, L-U-Y-E, plus loin, Tanet, T-A-N-E-T. Est-ce que vous donnez des séminaires? Est-ce que vous avez Oui. Alors déjà, j'ai mon site laurenceluyetanet.com où on peut s'inscrire à la newsletter et voir tous les stages que j'anime. Et là, très prochainement, le 19 janvier, j'anime un atelier sur
justement au travail quantique avec l'utilisation des mandalas, puisque j'ai fait des livres là-dessus, mais là c'est vraiment un enseignement unique que je donne en France ce jour-là. Et à partir du 21 janvier, donc j'anime justement dans la dynamique de ce que de ce qu'on a évoqué avec ce livre, un atelier sur l'argent pour travailler sur notre relation à l'argent et aller vraiment dans le sens qu'on veut, travailler sur les croyances qui nous freinent pour pouvoir être fluide dans cette relation et être en lien avec ce à quoi on aspire au niveau financier. Voilà. Et vous faites ça où, les ateliers? Là, ceux de janvier sont à Tours. Donc Tours-Paris, c'est 55 minutes de TGV et l'hôtel où je donne les séminaires est à 10 minutes en tram de la gare et grand maximum 25 minutes à pied. Et sur votre site, donc, on peut vous retrouver. Hein, Voilà, tout est indiqué, laurenceluyetané.com et les inscriptions sont ouvertes. Les personnes peuvent s'inscrire, elles peuvent me téléphoner si elles veulent plus de renseignements, il n'y a aucun souci. Ok, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? D'abord, souhaiter une très très belle année aux personnes et que justement ce début d'année soit vraiment l'occasion pour que, avec cette émission, ça vous ait donné envie de vous pencher sur vos rêves, de les récupérer et, comme dirait sa sainteté Dalai Lama, never give up, n'abandonnez jamais. Tout est possible. Donc la balle est dans votre camp. Ok, on a encore un tout petit peu de temps parce que ma musique ne fait pas tout ce temps-là. Oui, il y avait aussi ça dans le livre qui était intéressant, une énumération de phrases qui n'étaient pas en exercice, mais qui... Nous allons faire un petit test. Si l'on vous demandait de parler de vous, que diriez-vous? Et alors, il y a 5 fois une ligne avec le je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis une femme, je suis, je suis, je suis. Ou plutôt, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. On a plutôt l'impression qu'on est ce qu'on a fait que plutôt qu'on est ce qu'on est. Oui. Oui, parce qu'on s'identifie à ce qu'on a fait et surtout à ce qu'on n'a pas fait. Et c'est là qu'on se voit avec un problème d'estime de soi. Or, voilà, c'est avoir de la gratitude pour l'être que l'on est. Et on a toujours moyen de réorienter les choses, toujours. Ne pas se focaliser sur ce qu'on n'a pas fait, ça c'est intéressant ça. Oui. Oui, parce que combien de personnes se mesurent aux autres? Ah oui, mais lui, il a fait ça, lui, il a tel diplôme, etc. Bon, d'abord, si c'est vraiment un diplôme que tu veux, tu peux le passer. Et puis, vous savez, toutes les personnes qui ont le plus réussi, qui ont eu le plus de succès, je pense à des milliardaires et tout, ce sont pour 95% d'entre elles des personnes qui n'avaient pas de diplôme à la base, parce que c'est pas le diplôme qui va tout faire. C'est ce que vous êtes et votre envie d'avancer et j'ai envie de dire de servir le monde, les autres et ce rêve que vous avez. Comme le dirait Albert Schweitzer, le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Oui. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. L'important, c'est d'aimer finalement. Oui, oui, je crois. Donc que 2019 soit une année d'amour. Oui. Que de l'amour. Oui, vraiment une année d'amour, d'amour pour soi et d'amour pour les autres et le monde. Et ça ne peut se faire que si on a de l'amour pour soi, parce que on ne peut pas faire aux autres ce qu'on n'est pas capable de se donner. Oui. Et il y avait cette phrase aussi que la conscience de pauvreté ou de richesse est le moteur de notre action. Je ne sais pas si on a le temps de développer là. Ah ben c'est vous qui voyez, Joël. Allez-y. Pour moi c'est nickel, il n'y a pas de souci. Allez-y. C'est jusqu'à minuit si vous voulez. Non, là, pour une minute. Oui. Donc pourquoi la richesse et la pauvreté sont les moteurs de notre action? Parce que quand on est sur la conscience d'abondance, on est sur une expansion, on est en relation avec nos rêves. Quand on est sur la conscience de manque, on est dans le manque, on est sur le manque d'estime personnelle et ça se joue sur tous les domaines de notre vie.
Et ça, justement, ça se travaille, c'est de pouvoir aller reconnecter ce qui est le plus précieux en nous, cette vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas que notre histoire. Et à partir de là, on va pouvoir petit à petit passer de cette conscience de manque à une conscience d'abondance. Et ça se fait sur tous les domaines, dont notamment ce travail de rapport à l'argent qui est une des portes d'entrée. Merci Laurence Lhuillier-Tanet, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et encore bonne année pour 2019. À vous aussi, merci. Merci.